Alors je donne la parole à Sylvain Pourchet, donc, qui est responsable de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Paul Brousse. Merci. Faut que j'appuie. Merci Emmanuel, bonsoir à toutes et tous. Merci à cette initiative de l'ASFAP et de l'espace éthique qui est bien nécessaire dans cette période particulière. Et puis un grand merci à... Moi, je suis très honoré d'être reçu ici à l'Assemblée. Et c'est par essence le lieu du débat démocratique. Et je pense que c'est vraiment symboliquement très fort que nous nous retrouvions ici pour discuter de ces matières. Et donc essayer d'apporter notre contribution à une clarification de cette question sur la sédation. Et on a vu ce soir à quel point, Véronique le rappelait, à quel point il y a énormément de confusion autour de ce terme, comme il y en a autour des termes d'euthanasie, comme il y a de la confusion autour de la notion de suicide. On a un peu l'impression qu'on ne sort pas de ces confusions dans ce débat. Peut-être là aussi, c'est le psychologue qui pourrait nous dire pourquoi on a peut-être besoin de cette confusion et que peut-être c'est un sujet qu'il est trop difficile de regarder sans une certaine dose de confusion. Alors, la sédation, c'est une question dans les soins palliatifs, Véronique le rappelait, qui est historique. Dès 93, Marie-Sylvie Richard et Patrick Verspiren faisaient allusion à cette confusion entre euthanasie et sédation. Alors les termes n'étaient pas encore aussi fixés qu'ils le sont aujourd'hui, mais c'était ce que Marie-Sylvie Richard appelait le syndrome du lundi matin, c'est-à-dire cette perfusion que l'on posait, qui était posée par l'équipe de soins palliatifs le vendredi soir parce que le patient était douloureux, et puis qui avait été augmentée à des fins euthanasiques durant le week-end par des médecins de garde qui n'étaient pas au fait des objectifs de l'indication de cette sédation, et le malade était retrouvé mort le lundi matin sans que rien n'ait été posé, réfléchi ou décidé. Et donc on était bien sûr dans une dérive. En 98, j'ai eu le grand plaisir, grâce à Michel Salamagne et à Donatien Mallet, de faire de la sédation mon sujet de thèse de médecine. Et à l'époque, les enjeux étaient... les soins palliatifs ne pratiquaient pas, ou peu, la sédation, justement parce qu'ils pensaient que c'était une pratique euthanasique. Et l'un des grands mérites du travail qu'on a réalisé sous l'initiative de l'ASFAP, sous la direction de Véronique Blanchet, dès 1999, c'était ces recommandations sur les bonnes pratiques, c'est-à-dire réinclure la sédation comme une technique médicale, un soin, qui s'inscrit, comme les autres soins, dans le cadre de la prise en charge du malade, parce que c'est des techniques d'anesthésie, des techniques efficaces qui permettent d'obtenir le soulagement du patient, comme le rappelait Véronique, dans les situations où les autres traitements ne permettent pas d'obtenir le soulagement escompté. Donc il n'y a pas depuis, j'allais dire 99, et ça a été confirmé ensuite par la conférence de consensus, depuis 99, du point de vue professionnel et du point de vue soignant, pour qui veut le savoir, la pratique de la sédation est extrêmement claire, extrêmement cadrée, et il n'y a pas d'ambiguïté sur le recours à la sédation. Alors, c'est vrai qu'on était un peu inquiet de revoir ce terme de sédation réapparaître dans cette forme de confusion aujourd'hui, parce que sédation, quel que soit le qualificatif qu'il ne faut pas lui associer, le terme de sédation est très différent dans le vocabulaire médical du terme d'euthanasie. La pratique de la sédation est très différente dans la pratique médicale de la pratique d'euthanasie. C'est important de le rappeler. Différent en quoi ? Différent dans l'intentionnalité, le but recherché. Alors, il y a beaucoup de critiques de l'intentionnalité. Je crois que vraiment, c'est des critiques de mauvaise guerre. Je pense que quand on prend un comprimé de paracétamol et quand on en avale 3 boîtes, on sait très bien que l'intentionnalité est différente et qu'il y a une distinction dans l'intentionnalité. C'est tout à fait palpable. C'est donc la même chose dans toute pratique médicale. Il y a des médicaments qui ont des doses connues, précises, efficaces. Et puis on peut, comme avec tous les médicaments, en augmenter les doses pour obtenir autre chose qu'un effet thérapeutique. Donc on est d'un côté dans la bonne pratique, de l'autre dans la mauvaise. Et si on veut mettre de la confusion là-dessus, on peut, mais on peut aussi mettre de la clarté et de la clarification, ça c'est pas un problème. Et puis le deuxième point, différenciant sédation et euthanasie, faut-il le rappeler, c'est la réversibilité, c'est-à-dire qu'une sédation que l'on met en place, donc une mini-anesthésie pour simplifier, qu'on met en place pour soulager un patient, et si le symptôme qui
faisait souffrir ce patient. Si ce symptôme s'amende, on arrête la sédation et la sédation est réversible. C'est assez difficile d'imaginer ça avec l'euthanasie. Je trouve que et toute cette soirée a tourné beaucoup autour de cette autre confusion qui me paraît assez nouvelle. C'est-à-dire qu'on parle... C'est l'agonie qui ressurgit. C'est-à-dire dans cette idée d'une sédation pour raccourcir les derniers jours, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui ressurgit, c'est l'agonie, et c'est cette idée que tu as bien fait de repréciser, je trouve, qui là aussi n'est pas nouvelle en soins palliatifs. On peut penser au texte d'Isabelle Marin dans la revue Esprit, là aussi il y a quelques années, sur l'agonie ne sert à rien. Et c'est donc déjà un sujet très, très ancien. Par définition, la pratique médicale, elle n'a pas à juger de l'utilité ou de l'inutilité d'une agonie. Elle a à juger de son confort, de son niveau de confort. Et je pense que c'est très important que les professionnels de santé sachent s'inscrire dans leur cadre professionnel, c'est-à-dire quel est l'objectif de leurs soins. Si l'on commence à qualifier l'utilité ou l'inutilité d'une agonie, alors on sait très bien que cela revient à qualifier l'utilité ou l'inutilité de certaines formes de vie. Vous avez parlé, Madame, Monsieur Pierrat, de la situation de votre fils et combien il serait dangereux d'aller qualifier ou disqualifier les patients qui sont atteints d'état végétatif. On pense aussi aux situations de grand handicap, on pense aux situations des nouveau-nés en néonatologie. On sait que la médecine est très tentée d'aller dans des discours caractérisant ce qui fait sens à la vie ou quelle vie a le droit ou quelle vie serait digne d'être vécue. Je pense que c'est un danger. Ça n'est pas la place de la médecine, c'est la place d'une réflexion sociale. Absolument. Et je pense que les témoignages comme ceux que vous apportez, j'allais dire malheureusement, viennent nous rappeler à quel point la médecine a pu être déficitaire dans la prise en charge, la réflexion médicale en tout cas, a pu être déficitaire dans la prise en charge de votre fils, mais aussi ô combien le cadre social de réflexion sur ce qu'est le soin et ce qu'il n'est pas a été également déficitaire. Alors, il y a cette confusion sur l'agonie. Monsieur Leonetti peut-être est un peu optimiste quand il dit que la médecine connaît plein de choses sur l'agonie. En fait, dans la littérature, il n'y a pas grand-chose. Bichat, mais ça remonte un peu, Xavier Bichat, donc, qui je crois a dû mourir il y a quelques siècles. Donc depuis, pas grand-chose. Beaucoup en réanimation, mais c'est pas sur l'agonie. C'est sur les définitions de la mort, on est dans bien autre chose. Quand on regarde la littérature, on ne connaît rien ou pas grand-chose de la physiologie du mourir, on ne connaît encore moins ce qui se passe pour le patient lorsqu'il entre dans une phase agonique, on ne sait même pas à quel moment commence l'agonie. Et donc, et c'est là où la médecine palliative prend toute sa place, et où l'on revient dans quelque chose de nouveau, de novateur, et peut-être d'un peu mécréant. Vous savez, nos ancêtres, les médecins qui sont un peu allés déterrer des cadavres pour faire de l'anatomie, ils n'ont pas été très bien vus. Eh bien, nous avons l'outrecuidance de nous intéresser à l'agonie, pas pour savoir si elle sert à quelque chose ou si elle ne sert à rien, juste pour savoir ce qui se passe, parce que c'est notre travail, c'est notre métier de savoir ce qui se passe dans l'agonie. Et donc, sous l'égide de la SFAP, et une grande étude multicentrique débute le mois prochain pour mieux caractériser les signes de l'agonie, mieux connaître pardon de ce terme, cet objet clinique, de façon à ce que l'on puisse mieux l'analyser, peut-être mieux l'anticiper, peut-être saura-t-on mieux définir quand commence l'agonie et donc à partir de quel moment peut-être serait-il licite d'envisager cette fameuse sédation qui accélérerait la fin de vie dès lors qu'on repérerait que cette vie n'en est plus une au sens biologique du terme. Bref, je pense qu'on est absolument au balbutiement d'une réflexion sur l'agonie et que cette question de la sédation pour raccourcir l'agonie vient, en tout cas du point de vue médical, avant la connaissance, et donc il y a danger à imaginer faire des pratiques avant que les connaissances scientifiques soient acquises. Et puis, ça sera mon dernier point, je pense que on est dans un débat d'idées, on est dans un débat éthique, on est dans un débat qui parle de valeurs, et il y a une valeur qui est
quasiment systématiquement absente du débat. Heureusement, Vincent, j'étais heureux de t'entendre rappeler, c'est la valeur au sens sonnant et trébuchant. C'est-à-dire que on parle d'idéal, on parle de ce que l'on doit faire, on parle du droit au patient, on parle de respect. Et moi, le quotidien que j'observe à l'hôpital, le quotidien que j'observe dans ce que me disent mes collègues de leur pratique libérale, c'est que la seule valeur à laquelle aujourd'hui on se réfère de façon continue, c'est la valeur de l'argent, c'est la valeur de la finance, c'est la valeur du coût de la santé, et surtout c'est la valeur de comment on fait des économies de santé. Or, tout ce qu'on a entendu ce soir, c'est que les soins palliatifs, c'est ce qui ressortait de la commission, de la mission SICAR dans les rencontres avec les différentes populations rencontrées dans les rencontres, c'était vraiment ce besoin de dialogue, ce besoin d'être entendu. Eh bien, être entendu à l'hôpital aujourd'hui, c'est pas toujours simple parce que on n'a pas le temps. Être entendu, Martine, tu utilisais donc un terme technique qui est subjectivé, c'est un très joli terme, j'espère l'avoir bien compris. Subjectivé, ça veut dire parler avec le patient, l'entendre et essayer de voir un peu de son point de vue, c'est bien ça? Oui, de son point de vue, et dans son histoire. Moi, je trouve que ça, c'est merveilleux et que ça prend un tout petit peu de temps. Et ce temps-là, même en soins palliatifs, puisque nous nous glorifions pendant quelques années d'être des grands privilégiés et d'avoir beaucoup de temps, force est de constater que nous-mêmes n'avons plus beaucoup de temps, ce qui m'inquiète aussi de la situation de mes collègues qui, eux, déjà, depuis des années, disaient qu'ils n'en avaient pas. Bref, comment est-il possible que l'on discute au jour d'aujourd'hui des situations de fin de vie en manipulant des valeurs, au sens philosophique du terme, des valeurs qui excluent la dimension financière, la dimension de l'économie de la santé, car c'est de notre responsabilité de savoir comment nous utilisons cet effort de solidarité nationale que représente la santé, cette richesse aussi, comment nous l'utilisons et dans quelle proportionnalité nous souhaitons l'utiliser. Je pense qu'il faut, partout où on parle de santé au jour d'aujourd'hui, sans intégrer la dimension économique de la santé, je pense qu'on se trompe de débat. On est dans un débat idéal et surtout on est dans un débat qui occulte un des paramètres fondamentaux du débat. Donc je doute vraiment qu'on puisse sortir des bonnes propositions d'un débat qui occulterait un paramètre aussi fondamental. Ça sera ma conclusion parce que si on veut 3 questions, il faut quand même qu'on vous laisse un petit peu la parole. Bonne soirée.